Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, pour cette émission Power Boost, donc, dont le thème sera « Que fait l'agriculture en matière de sobriété énergétique ?» Et effectivement, on en parle partout, on en parle dans tous les secteurs, et on a l'impression qu'en matière d'agriculture, on serait presque un petit peu à l'écart. Or, les problèmes vont venir cet hiver, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que, par exemple, les constructeurs de tracteurs ont réfléchi à cette question, ou est-ce qu'on continue à utiliser du GNR sans faire attention éventuellement à la réduction et à ce qui est demandé par le gouvernement, réduire de 10% à la ferme, par exemple, puisque c'est une entreprise comme les autres, la facture énergétique. Alors, pour en parler, je suis en compagnie de Cyril Letadic. Bonjour Cyril. Vous êtes président de la Confédération des experts fonciers. À vos côtés, Mathieu Goëry. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors, vous êtes président de la FNCUMA. À ma gauche, Franck Piot, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes président directeur général donc, de AgroService 2000, président d'AgroService 2000. Et puis, tout à fait au bout, Thibaut Malga, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence Clermont-Ferrand, donc d'une entreprise qui s'appelle TSE. Voilà, enchanté. On va démarrer par une enquête. La FNQMA a mené une enquête auprès de ses adhérents. Expliquez-moi, en matière de sobriété, est-ce que vos adhérents peuvent ou font des efforts ? Alors effectivement, on a l'habitude de mener des enquêtes assez régulières pour savoir si le politique est toujours en accord avec le territoire. Et là, la question énergétique était au sujet de l'enquête. Et il en ressort que 85% des CUMA en France aujourd'hui sont prêtes à s'engager sur des projets de sobriété énergétique. Alors ce chiffre-là ne veut pas forcément dire grand-chose puisque c'est une question et une réponse. Par contre, il y a quand même 44% des CUMA aujourd'hui qui sont sur des projets d'énergie renouvelable. Mais la sobriété, c'est surtout le fait de moins consommer. Je prends un tracteur par exemple. Est-ce que les conducteurs de tracteurs en CUMA ont été formés depuis des années à justement moins consommer ? Alors pour nous, la sobriété ne passe pas que par la réduction. Pour moi, la sobriété, elle passe par la réduction, mais aussi par la production. La production des énergies renouvelables à travers la méthanisation, la production électrique, photovoltaïque et aussi le bois énergie. Mais la sobriété, on la touche du doigt quand même. Alors, on a à peu près 5000 salariés dans le réseau CUMA pour 11 000 CUMA. Et les salariés sont formés effectivement sur certains territoires à l'éco-conduite de nos tracteurs. Alors ça, c'est un premier levier, mais le levier le plus important qui n'est pas du tout palpable, c'est l'économie d'échelle. C'est-à-dire que quand on achète de la traction en collectif, on en réduit forcément le nombre et on l'optimise. À titre d'exemple, sur mon exploitation à ISO constant, en 15 ans, avant je n'étais pas en CUMA, je le suis aujourd'hui, je faisais 2500 heures de traction sur mon exploitation. Aujourd'hui, tous les tracteurs en CUMA, plus en individuel, je suis à moins de 1000 heures. Mais c'est vrai que tout le monde devrait être en CUMA ou faire appel à une entreprise. Tout le monde devrait être en CUMA. Ou faire appel à une entreprise quand même. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un manque de prise de conscience de la recherche de la sobriété ? Pas du tout, on est tributaire du marché. Les tracteurs neufs coûtent extrêmement cher, donc on voit encore beaucoup d'exploitations individuelles qui ont de vieux tracteurs où la sobriété n'est pas forcément au rendez-vous. Alors c'est vrai qu'en termes de constructeurs, la sobriété, elle a été un des leviers il y a 10-15 ans de ça. Par contre, les évolutions de normes moteurs ont impliqué d'avoir beaucoup plus de filtration sur les particules. Et donc ça, par contre, ça entraîne une surconsommation de l'énergie. Donc on est un peu moins dans la sobriété. Par contre, comme je vous le dis, la sobriété, c'est vrai qu'en faisant intervenir des entreprises de travaux agricoles qui, elles aussi, comme les CUMA, sont souvent sur du matériel technologiquement à jour, beaucoup plus pointu, de précision, on arrive à refaire des économies de sobriété. Mathieu, la question qui tue, est-ce que vous avez l'impression que les constructeurs communiquent aujourd'hui sur le fait de moins consommer ? Est-ce que vous avez l'impression que les moteurs ont été vraiment mis au point dans ce sens-là ? Alors, les moteurs ont certainement été mis au point dans ce sens-là. Par contre, on est quand même en gros déficit de formation de par les constructeurs sur comment utiliser son tracteur correctement en fonction des travaux. Et on parle beaucoup de réglage de matériel, mais le premier levier de sobriété, c'est le gonflage des pneumatiques. Ça, c'est assez simple, c'est à la portée de tout le monde, savoir à quelle pression rouler sur la route, dans les champs et ainsi de suite. Et le télégonflage doit beaucoup nous aider dans cette sobriété. Le gouvernement nous dit qu'il faut réduire de 10% dans les entreprises. Est-ce que vous avez réfléchi à mettre en place une action spécifique qui vous permet d'aller plus loin ?
Pour aller beaucoup plus loin, ça passera par la formation et la spécialisation aussi. On a aujourd'hui des exploitations où les agriculteurs manquent de temps. Et le fait d'avoir des salariés en délégation de travaux à travers l'ECUMA ou l'entreprise de travaux agricoles, ça permet d'avoir des gens qui sont spécialisés, compétents et formés sur cette sobriété. Alors j'ai l'impression qu'en France, on a quand même moins réfléchi. On a été en Italie la semaine dernière, dans l'émission Power Boost du week-end dernier. On a été voir une entreprise, BCS, et on a vu dans l'usine de ce tractoriste, ils ont dit, voilà, premier point, on va rassembler dans les chaînes les ouvriers à des endroits plus stratégiques. On va mettre en place des panneaux solaires et justement, on en parlera après, le côté énergie renouvelable. On va équiper nos ouvriers pour être capables de travailler dans de meilleures conditions dans le froid. Enfin, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience, et c'est valable pour tout le monde, hein, vous pouvez prendre la parole, que dans l'agriculture en France, on serait un peu à l'écart peut-être d'autres secteurs. Allez-y Mathieu. Thibaut, pardon. Pas de souci. Non, c'est vrai, effectivement, le sujet de la sobriété énergétique et surtout le sujet de la production aussi locale au niveau des exploitations agricoles, c'est d'actualité. Ça l'était déjà un petit peu avant, mais avec le contexte actuel géopolitique, plus le contexte en fait sur la tension de l'énergie que l'on connaît tout de suite, l'aide encore plus. Et le met en lumière en fait. Et on le retrouve au travers de ce salon aujourd'hui. L'approche, pour rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Mathieu, le sujet avec le photovoltaïque et notamment là pour notre part sur l'agrivoltaïsme pour TSE, c'est vraiment de pouvoir retravailler ce tissu rural et de réinjecter cette approche électrique au niveau des exploitations agricoles pour à la fois créer une valeur ajoutée supplémentaire aux exploitants et travailler un sujet qui va être aussi de territoire. Territoire avec les élus, territoire avec les coopératives, chambres d'agriculture, DDT. L'objectif, il est vraiment Thibaut, collectif. vous êtes parti sur les énergies renouvelables, c'est la seconde partie du débat. Effectivement, on peut diminuer, mais moi j'ai envie d'aller plus loin en se disant, est-ce que le monde agricole a pris conscience qu'il faut réduire sa facture électrique, qu'il va falloir réduire sa facture GNR? Alors si je peux répondre en complément, c'est vrai qu'il y a un point de détail que j'ai omis qui m'est revenu. On a au niveau du réseau CUMA des bancs d'essai moteurs qui tournent au niveau des exploitations et qui permettent de se rendre compte de l'utilisation du tracteur, voir s'il est encore bien réglé au niveau du moteur. Et on a aussi la connaissance au niveau du réseau CUMA des datas. Et les datas nous donnent plein d'informations. Et pour communiquer sur ces datas, on a un mensuel qui s'appelle l'entraide. Et justement, je vous ai ramené le dernier mensuel. Qui est complètement à l'ordre du jour, avec la photo d'un moteur et avec en titre le bon réglage moteur pour moins consommer. Un excellent mensuel que je recommande. Alors, Cyril. Juste pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, nous qui travaillons sur tout ce qui est valorisation d'entreprise, on voit qu'aujourd'hui, on va dire dans les gens qui font appel à nous pour dire voilà, combien vaut mon entreprise. Quand on essaye d'évaluer un peu, si vous voulez, les éléments d'actifs, on nous dit non, mais là aujourd'hui je suis à 4 tracteurs, je peux vous dire que je vais en vendre 2, donc il faut prendre en compte. Alors mon exemple paraît simpliste, mais globalement on est quand même dans cet état d'esprit-là. Hein. Si c'est des tracteurs, c'est des outils, voilà, on fait appel effectivement à des CUMA, à d'autres types, à de la copropriété, à autre chose, mais on voit bien que on va dire, la masse d'actifs immobilisés au sein de l'exploitation a plutôt une tendance à baisser. Mais ça, c'est de la décapitalisation. Mais ça ne répond pas à ma question de dire, ben voilà, des tests, peut-être vous devriez en lancer en grand nombre dès cet automne pour essayer de réduire très fortement. C'est quand même l'actualité actuellement. Mathieu. Oui, c'est des sujets qui seront d'actualité aux assemblées générales. Après, on ne peut pas démultiplier aujourd'hui les salariés qu'on a dans les fédérations et les bancs d'essai moteurs. Et on répond souvent à la demande aussi des terrains. Donc ça existe déjà. Il faudra certainement qu'on fasse beaucoup plus de promotion. Mais on compte surtout sur... En fait, on a l'impression aussi que la conscience n'est pas encore acquise au niveau des exploitants agricoles. On est sur une année 2022 qui sera moyenne à bonne. Et c'est vrai que le coup dur va arriver. On nous le prédit pour 2023, ça va arriver cet hiver et il y aura des prises de conscience. Et c'est pour ça qu'on fait l'émission et c'est pour ça que je me permets d'insister un peu. C'est-à-dire qu'il faut réduire les charges pour des questions de sobriété et d'enjeux national, mais aussi pour des questions de revenus. Mais je pense que pour compléter aussi, on peut aussi faire confiance aux agriculteurs grâce au bon sens paysan. Effectivement, quand il s'agit de travailler sur la sobriété énergétique, ils sont aussi capables de le mettre en place. Je pense que notamment avec des étés comme on a pu connaître, des étés chauds et secs, le travail des champs avec des sols qui étaient secs aussi peut-être a été diminué
On l'a vu dans les campagnes, on a plutôt attendu les périodes de pluie pour revenir, pour retravailler les champs, pour faire des faux semis, des chômages. Ça, c'est les éléments qu'on a constatés dans les champs. Exactement. Franck, je vais vous poser la même question. Vous avez des magasins, enfin, vous allez nous expliquer un peu votre activité. Alors, allez-y. Combien de magasins aujourd'hui? Alors, nous sommes un groupe intégré de 24 magasins sur un grand territoire sur 20 départements. Et effectivement, nous intégrons nous aussi en tant que commerçants cette sobriété avec ces enjeux majeurs de photovoltaïque sur les toits, de préservation des ressources naturelles, et puis sur les derniers magasins construits, surtout avec des normes d'isolation qui sont les dernières normes qu'on applique d'ores et déjà sur tous nos sites, puisque c'est le confort de travail de nos collaborateurs, mais c'est surtout ensuite une facture à la fin de l'année qui est impactée. On a fait un reportage chez vous sur l'économie d'eau. Oui. Très concrètement, vous dites aujourd'hui il faut aller vers des solutions de récupération. Oui, parce que la sobriété, ça passe aussi par la préservation des ressources naturelles et la collecte des ressources naturelles. Et donc nous sommes spécialisés dans notre activité compétences élevage depuis quelques années sur l'économie et l'autonomie à la ferme. Donc nous avons un pôle qui travaille sur l'eau, effectivement, récupération d'eau des toits. On a des centaines de milliers de mètres carrés de toits, de bâtiments agricoles et industriels d'ailleurs, qui sont disponibles pour la récupération de l'eau. Donc nous récupérons l'eau, nous la stockons, nous la filtrons et nous abreuvons les animaux avec un protocole bien sûr extrêmement précis. C'est du bon sens. On parlait du bon sens paysan. Je souscris complètement à cette approche. Donc, aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire. On est au début d'une histoire, effectivement. Je suis assez persuadé que tous les bâtiments agricoles dans quelques années seront concernés par ce sujet. On mettra en place effectivement des systèmes de récupération d'eau, mais aussi nous travaillons d'autres sujets comme l'autonomie en fabrication d'aliments à la ferme. Puisque la fabrication d'aliments à la ferme permet de faire une nette économie et une amélioration nutritive du bétail. Donc c'est un sujet qu'on travaille de plus en plus également. Alors je sais qu'il y a un débat justement sur les cumins et le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, on en parlera juste après. Est-ce qu'il ne serait pas idiot justement d'inciter peut-être les cumins aussi à se développer sur des installations qui ne peuvent pas forcément se partager, mais il y avait des groupements d'achat, il y a peut-être des solutions là-dessus sur la récupération d'eau par exemple? Oui, complètement. On est aujourd'hui sur les 11 000 cumins à peu près en France. Il y en a déjà plus de 500 qui sont engagés sur de l'irrigation collective sous forme d'irrigation à proprement dire, mais de retenue d'eau aussi. On a aussi 2500 bâtiments en cumin. Donc le photovoltaïque, on en parlera après, mais sur mon exploitation ou sur ma cumin par exemple, on n'a pas de bâtiment, mais sur mon exploitation, on a une aire de lavage et de remplissage qui est de la cumin. On récupère l'eau des toits dans une fosse qu'on utilise pour la pulvérisation et le nettoyage des matériels. Ça a du bon sens. Ouais. Thibaut, on en vient à l'agrivoltaïsme. Donc, est-ce que c'est une solution aujourd'hui d'installer justement de l'agrivoltaïsme sur sa ferme pour diminuer en autoconsommation ou en revenu justement ses factures? L'agrivoltaïsme, il faut le prendre en un système global. C'est-à-dire qu'il va prendre un sujet, c'est la synergie entre la production agricole et la production énergétique. Pour la partie autonomie énergétique sur les bâtiments, dans ce cas-là, il vaut mieux regarder des systèmes d'autoconsommation sur les toitures, avec installation d'une toiture solaire. Sur la partie agrivoltaïsme, l'objectif justement, c'est d'aller travailler une filière, une démarche, une nouvelle approche, ou de travailler une problématique liée au climat. On peut avoir des problématiques de sécheresse, de gel, des sujets aussi de travailler de nouvelles filières avec les approches de culture, changer de cycles culturaux. Donc ça, c'est l'agrivoltaïsme est une clé, un outil qui va pouvoir accompagner les agriculteurs dans ce développement sur le territoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'agrivoltaïsme, c'est un mot nouveau. On n'en parle que depuis quelques années, 2 ans, et vraiment cette année, c'est l'émergence en fait de ce sujet-là. Et après, ce qu'il faut travailler, c'est le sujet réglementaire, qui est d'actualité même tout de suite. Parce qu'il y avait le Sénat qui travaillait hier. Et le 20 octobre, donc, le projet sera porté officiellement, donc ça va aller très très vite là-dessus. Je reviens sur l'idée d'installer des panneaux en autonomie. Ça vous semble intéressant ou pas?
Oui, sur les exploitations agricoles, c'est un autoconsommation, intérêt. Oui, en oui, fait. tout à fait. En fait, il faut partir de la problématique de base, c'est quelle est la consommation de l'exploitation. Avant d'aller savoir si on va faire une installation d'autoconsommation sur une exploitation, un agriculteur, il faut définir le besoin. Et c'est propre à chaque exploitant. C'est comme, à mon avis, ça va être la même chose sur la partie CUMA, c'est quel est le besoin de la CUMA. Est-ce qu'il y a un besoin ou pas d'aller installer ce sujet-là? Alors vous le savez, il y a différents... Pardon, Cyril. Juste pour rebondir sur ce que dit Thibaut, en gros, la sobriété ne sera efficace que si on fait bien les choses. Et nous, en tant qu'experts fonciers, on a beaucoup de contacts avec les propriétaires ou des exploitants agricoles et on se voit malheureusement qu'il y a beaucoup de marchands de rêve. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une offre énorme aujourd'hui en agrivoltaïsme et votre particularité, c'est d'axer sur l'idée que vous, c'est réversible. L'installation, on peut la remettre en cause dans quelques années. Exactement. L'approche qui a été développée par TSE Énergie, c'était de travailler une solution qui soit adaptable et réversible dans le temps pour avoir une synergie complète entre la production agricole et la production énergétique. Donc actuellement on a une structure qui est aérienne tout simplement parce qu'on a 27 mètres de portée entre les poteaux et une hauteur de 5 mètres au point le plus bas. Ce qui nous permet de passer avec un maximum de parc matériel en France. En fait, tout le parc qui est utilisé quasiment en France passe sous cette structure. Et cette structure est capable d'accueillir actuellement du soja, comme sur notre site d'Amance en Haute-Saône, mais également on va pouvoir avoir de l'élevage bovin viande à l'étang, on va pouvoir également donc avoir de l'élevage laitier, on va pouvoir aussi avoir différentes cultures qui sont de la grande culture, mais aussi la culture de valeur ajoutée, on peut avoir aussi. Et on a des structures qui sont aussi polyvalentes, on va pouvoir apporter un système d'irrigation. Donc là on va se rapprocher d'un outil serre, mais sur une structure vraiment globale, grande structure. Parce qu'on parle de 3 hectares d'implantation, de couverture. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Actuellement, on a plusieurs projets pilotes en cours, dont un dans le site d'Amance. On travaille ce sujet-là en partenariat avec l'IDEL pour l'Institut de l'élevage et l'INRAE notamment de Lusignan. Donc on a vraiment un gros pôle de travail sur la partie expérimentation et collecte de la data. Parce qu'on parlait justement tout à l'heure des marchands de rêve. L'objectif, il est de travailler sur la filière agricole, donc c'est de la durée. Pour travailler dans la durée, il faut aussi de la donnée, il faut aussi avoir des éléments qui soient compétents, compétitifs et performants. Alors pour finir cette émission, on va parler de 2 colloques qui ont lieu donc, dans le cadre de ce sommet de l'élevage. Il y en a eu un, je crois, en lien avec les CUMA et l'agrivoltaïsme. Vous êtes au courant, Mathieu ? Non, je suis arrivé ce matin, donc je ne suis pas au courant. Mais peu importe, pour rebondir sur ce qui a été Non, dit. mais je vais vous donner l'idée, c'est quelque part, je crois que vous ne pouvez pas créer du revenu. Et il y a une SAS. Expliquez-nous. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le statut CUMA ne permet pas de faire de la commercialisation. On est une coopérative de production avec simplement des outils, des salariés, des bâtiments. Et aujourd'hui, quand une CUMA veut mettre des panneaux photovoltaïques, on est obligé de créer une SAS qui, elle, sera en capacité de vendre l'électricité. Alors on est sur le point d'aboutir. Alors il n'y a pas de scoop aujourd'hui, mais on est vraiment sur le point d'aboutir politiquement. Il faut qu'on se mette d'accord avec les autres familles de la coopération parce que c'est des changements qui les concernent également. Et probablement d'ici fin d'année, en tout cas on l'espère, qu'il y aura une extension possible sur le statut CUMA où on pourra, à travers le même statut, fiscaliser certes, mais à travers le même statut, installer des panneaux photovoltaïques, faire de la méthanisation et encore faire d'autres choses qui aujourd'hui sont tout à fait logiques dans le schéma. Parce qu'il est évident que l'agriculture, sa vocation première, c'est la production alimentaire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais la production d'énergie est absolument indispensable pour l'autonomie. On va parler de rupture cet hiver, éventuellement au niveau des exploitations. Une exploitation laitière qui est robotisée, elle a besoin de courant électrique au courant de sa journée tout au long. Elle ne peut pas se permettre des ruptures, donc il n'y a pas le prix. On ne parlera même pas de prix, on parlera d'autonomie. Par contre, on est en capacité aussi dans l'agriculture d'avoir des bâtiments qui ne sont pas encore protégés par des panneaux photovoltaïques. On a aussi au niveau des CUMA d'autres exemples avec justement des retenues d'eau qui, elles, sont couvertes par des panneaux photovoltaïques, donc pour limiter l'évapotranspiration et pour ne pas utiliser de foncier supplémentaire finalement pour produire de l'énergie. Il y a plein d'exemples encore comme ça qui sont des leviers. Et en clair, puisqu'on parle d'accélération, la loi c'est l'accélération des énergies renouvelables, on voit que le juridique peut être une vraie contrainte. Vous avez une contrainte en échange d'avantages et vous n'avez pas le droit, sans créer une structure à part, de faire du photovoltaïque ou de l'agrivoltaïsme. Mais peut-être demain, et ça c'est moi qui le dis, peut-être demain il y aura une superstructure et chaque structure pourra être adhérente de cette superstructure. C'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, il sera intéressant de réécouter notre interview d'ici 30 ans et les gars, ils se diront, mais il y a 30 ans, vous aviez peur de quoi? Franck. Oui, ce que je voulais dire, je regardais les chiffres ce matin et je constatais que moins de 3% de la consommation d'énergie sur le territoire français était consommée par la filière agricole. Donc on est quand même dans une filière plutôt vertueuse et la filière agricole est plutôt positive en solde net de production d'énergie. Il y a encore plein de choses à faire, du bon sens à mettre dans toutes les installations qu'on va mettre en œuvre, mais on a déjà un bon socle. Voilà. Cyril, pour finir, il y a eu un colloque justement en lien avec Oui, l'estimation, l'expertise, en voilà, lien avec ce matin, effectivement, il y a eu un colloque, une conférence sur l'expert foncier et la production photovoltaïque. Ce qui ressort en fait surtout, c'est que même si effectivement, comme disait Mathieu, l'exploitant est plutôt, on va dire, fort dans la production alimentaire, dans la production d'électricité et énergétique, on va dire de manière générale, il y a encore beaucoup de choses à faire, certainement beaucoup d'outils à lui apporter, beaucoup de réflexions. On va dire la production reste encore assez jeune, ça nécessite du recul, et recul on l'a pas forcément toujours quand on est sur son exploitation. Alors c'est pour ça qu'on avait souhaité organiser ce colloque et mettre quelques points rouges sur la production d'énergie qui nécessite quelques garde-fous. On compte sur vous alors. Juste pour finir un petit peu avec l'échange avec Cyril, et en une phrase, demain pour continuer ce débat, on a une table ronde et une conférence aussi sur l'agrivoltaïsme avec les jeunes agriculteurs et l'IDEL, exactement. Ouais. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici en direct du sommet de l'élevage pour aborder toutes ces questions et merci à vous. Merci.